podcast CQFD. Ce qui fait débat ce soir, c'est cette question. Peut-on se passer de l'expérimentation animale pour des produits ou des médicaments destinés à l'homme? Expérimentation en laboratoire. Ce débat est relancé après la diffusion par Gaïa d'une vidéo montrant des animaux très maltraités en laboratoire à la VUB. Mais au-delà de ces pratiques qui enfreignent sans doute les règles, on va reposer la question de fond. Ce soir, vous l'avez compris, est-il indispensable ou non de pouvoir tester certaines substances ou traitements sur des souris, sur des grenouilles ou encore des singes? Pour en débattre ce soir, deux invités. Avec nous depuis notre studio de Liège, Solange Hutkins du SEA, l'association qui milite pour la suppression des expériences sur l'animal. Bonsoir Solange Hutkins. Oui, bonsoir. Et avec nous en studio ici, Alfred Bernard, toxicologue et professeur à l'UCL. Bonsoir à vous. Bonsoir. Ce qui fait débat. Alors Alfred Bernard, commençons avec vous. Expliquons, vous avez pratiqué de tels types d'expérimentation. Ça intervient quand en fait les tests de substances ou de traitements sur des animaux? Mais essentiellement, il s'agit de faire des expériences pour c'est de la recherche médicale. Le but, c'est de faire de la prévention et du traitement, trouver de nouveaux traitements. Et donc, je pense qu'on a besoin de la recherche chez l'animal, essentiellement, pour avoir une recherche de qualité. L'excellence scientifique dépend de l'usage, l'utilisation d'animaux de laboratoire. Et donc, on peut prendre l'exemple récent de mon collègue qui a la découverte d'une protéine qui peut combattre l'épidémie d'obésité, qui est un véritable fléau. Ben, essentiellement, c'est la recherche chez la souris. Donc, vous avez toute une série de découvertes qui découlent de la recherche expérimentale. Et alors, vous avez d'autres aspects, la prévention. Là, dans certains cas, on peut effectivement utiliser des méthodes alternatives parce que c'est moins critique. Mais de nouveau, là, dans certains cas, si on veut l'excellence, pour pas mal d'effets, vaut mieux utiliser l'animal. Mais quand je disais quand est-ce que ça intervient, c'est aussi une façon de rappeler que l'animal, il intervient assez tardivement dans le processus. On n'a pas une molécule qu'on va tout de suite tester chez l'animal, on va d'abord la tester selon différents protocoles avant d'en venir à l'animal. Alfred Bernard. Oui, bien sûr, vous avez des essais qui sont faits au départ à partir de la molécule, donc on peut faire des expérimentations assez simples pour tester le potentiel de la substance. Mais l'animal, parfois, intervient très tôt. C'est la recherche fondamentale. Donc, si vous faites de la recherche fondamentale pour comprendre le mécanisme des maladies, pour comprendre comment une substance agit donc, chez l'animal, donc les mécanismes, ça, vous devez passer par l'animal. Donc, c'est une étape même parfois très précoce. Donc, les travaux que je viens de mentionner sur l'obésité, ce sont des travaux qui ont débuté chez l'animal. Et donc, pour vous, si on devait décider de se passer de la recherche animale, on aurait des traitements de moindre qualité ou plus dangereux qui arriveraient pour l'homme, selon vous? Mais bien évidemment, vous auriez une recherche qui serait de moins bonne qualité. Ce sera au fond le début d'un déclin scientifique. Et il faut se rendre compte que la recherche, si on ne la fait pas ici, elle se fera ailleurs. Et donc, c'est la délocalisation de l'activité de recherche. Donc, c'est indispensable si on veut assurer donc, le traitement de toute une série de maladies. Il n'y a pas d'autre solution, on ne peut pas tester ça chez l'homme. Les tests, donc, les alternatives sont souvent peu prédictives. Et si on veut éventuellement, également prévenir les effets toxiques de ces milliers de substances qu'on utilise, dans beaucoup de cas, la meilleure preuve d'innocuité proviendra de l'expérimentation animale. Vérifier que ce n'est pas dangereux grâce à une expérimentation animale. Solange Hutkins, réaction là-dessus, et notamment sur l'idée que si on devait s'en passer complètement, ce que vous proposez, ce serait un déclin scientifique. Mais le problème, c'est toujours la transposabilité de l'animal à l'homme, puisque l'animal ne réagit pas comme l'homme. Donc quand on passe à l'expérimentation sur l'homme, c'est un essai tout à fait neuf, puisqu'on ne sait pas du tout ce que le résultat sur l'animal va donner chez l'homme. C'est ainsi qu'en 2006, lors d'un test de médicaments contre la leucémie, 2 personnes sont décédées. Donc c'était des volontaires qui testaient des médicaments en laboratoire et qui sont décédés lors du test. Alors on sait très bien aussi que l'expérimentation animale est financée principalement. Donc 98% des finances vont à la recherche sur les animaux, 2% aux méthodes alternatives. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas vraiment d'encouragement aux méthodes alternatives qui pourtant sont fiables, puisqu'il y a des méthodes comme la toxicogénomique, les cultures cellulaires, la simulation informatique, les modèles mathématiques, etc. Alors, je voudrais faire une autre remarque par rapport à la qualité de l'expérimentation, la qualité des pratiques d'expérimentation sur l'animal. Ce qu'on a vu dénoncé en caméra cachée est une horreur. Donc, des animaux décapités avec des ciseaux, des animaux rendus paralysés avec une pointe bic. On a entendu qu'il allait y avoir une enquête sur cette question-là et qu'on est très certainement
C'est très bien. en dehors du cadre prévu par la légalité pour ces expériences animales. J'avais envie, moi, de faire le débat plus de fond sur la question de savoir si on doit continuer ou non ces expérimentations animales. Alfred Bernard, réaction sur ce qui vient d'être dit, c'est important. D'abord sur le fait qu'on ne peut pas transposer aussi simplement que cela de l'animal à l'homme. Oui, mais au fond, c'est la meilleure façon de faire, parce qu'il est clair que les modèles, ce sont des modèles par définition. Et donc, mais dans beaucoup de cas, ces modèles se révèlent bons pour l'homme, dans la mesure où vous utilisez une espèce proche. Dans beaucoup de cas, même pas dans tous les cas. On rappelle souvent cet exemple du chimpanzé qui succombe comme l'homme au virus Ebola, mais qui par contre est immunisé contre le virus du sida. Donc parfois, on ne peut pas aussi simplement que cela transposer. Non, bien sûr, mais si vous partez... Par exemple, il y a des travaux qui sont faits à l'UCL sur le singe. C'est une espèce qui est très proche de l'homme. Et donc, si ça marche sur le singe, ce sont des essais qui sont pratiqués pour tester un pancréas qui serait bio-artificiel. Donc, vous imaginez les retombées. C'est 5 millions de diabétiques dans le monde qui dépendent d'insuline pour survivre. Si ça marche chez le singe, il est extrêmement probable que ça va marcher également chez l'homme. Et donc, il faut quand même se départir de l'idée que le modèle animal, c'est ce qu'il y a de mieux pour l'instant. Et donc les modèles, les alternatives dont on parle, extrêmement peu sont prédictives. Mais est-ce que c'est pas parce qu'on investit peu dans le développement de ces méthodes alternatives, comme nous le disait Solange Judkins, 98% investis dans la recherche animale, 2% seulement dans les alternatives? Non, mais en Union européenne, on investit beaucoup. Ce qui se passe effectivement, c'est que c'est un peu un mythe. Il est clair qu'on ne peut pas, avec des tests in vitro, sur des cellules, sur des tissus isolés, sur des coupes de tissus, on ne peut pas modéliser des systèmes extrêmement complexes comme le système reproducteur chez l'homme. Vous ne pouvez pas modéliser, prédire in vitro des effets sur le système nerveux central, par exemple, des enfants. On peut faire des tests assez localisés sur ce que ça aurait comme effet sur une cellule, mais pas sur l'ensemble du fonctionnement d'un corps ou d'un c'est beaucoup trop complexe. Organisme humain. Il faut en plus tenir compte du métabolisme de la substance, donc extrêmement complexe. Donc ça, c'est un mythe. On n'y arrivera pas avant de nombreuses années. Ce qu'on peut prédire, c'est certains effets, par exemple, dans une certaine mesure, le risque d'allergie, le risque, par exemple, sur certains organes, on peut prédire. Ça, on peut le faire avec des cellules. Mais attention, ce qu'il faut voir, et même dans ce cas-là, c'est la valeur prédictive. Il faut qu'elle soit plus de 90%. Et dans beaucoup de tests, on n'arrive pas là. On arrive à des 50-60%. Donc, ça signifie qu'on pourrait jouer, au fond, à pile ou face, finalement. Solange Judkins, jouer à pile ou face. Votre réaction là-dessus, sur le fait que, oui, on peut tester sur des cellules, mais qu'on n'aura pas la prédictivité importante qu'on peut avoir quand on teste sur l'ensemble d'un organisme animal plus proche de l'humain. Oui, moi je pense que, justement, c'est pire que jouer à la pile ou face, c'est d'utiliser l'animal, puisque quand on prend un lot de 10 animaux, 10 espèces différentes, apparemment, sur ces 10 espèces différentes, 3 espèces seront semblables à l'être humain. Mais on ne sait jamais à l'avance quelle espèce sera semblable. Par exemple, la morphine va exciter... Mais on sait quand même, et Alfred Bernard le disait, qu'il y a des animaux, pour certains aspects, qui se rapprochent très très fort de l'humain. Ça, on peut le définir à l'avance, avant de mener l'expérimentation. 99% des gènes du chimpanzé sont identiques à ceux de l'homme, mais ça implique des milliers de différences fondamentales. Donc ça veut dire que même avec un chimpanzé, on ne sait pas ce que ça peut donner chez l'être humain. Moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est que la loi encourage tout à fait l'utilisation d'alternatives. Donc, on demande aux chercheurs d'utiliser des alternatives. Quand elles existent, elles doivent être utilisées. Mais alors, moi, ce que je regrette aussi, c'est que les commissions d'éthique qui se trouvent dans les universités et qui doivent juger du bien fondé de l'expérimentation sur l'animal, voir si l'expérimentation est nécessaire, est toujours composée de gens qui travaillent eux-mêmes dans les laboratoires. Donc je me dis, comment peut-on encourager les expérimentations sans animaux si les commissions d'éthique font partie elles-mêmes des laboratoires qui utilisent les animaux? Elles sont convaincues quelque part de cette culture qui intègre l'expérimentation sur les animaux. Alfred Bernard. Mais moi je pense. Non, ça c'est une image épinale. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut bien sûr des gens qui sont expérimentés. Les relations parfois un peu incestueuses entre les organismes de contrôle et les instituts de recherche ou firmes pharmaceutiques. Non, il ne faut pas entrer dans ce débat. Alfred Bernard. Non, il ne faut pas entrer dans ce débat. Depuis quelques années, tout ça est bien réglementé. Vous avez un comité d'éthique, non? Excusez-moi, parce que justement, les commissions d'éthique, qu'est-ce qu'elles ont fait justement de ce laboratoire de la VUB, puisqu'elles ont laissé faire des choses pareilles. Et on disait à la personne qui travaillait, qui filmait en caméra cachée apparemment, regarde, avec un certain humour, on lui disait, regarde le règlement en matière d'éthique. Mais alors ces gens-là, qu'est-ce qu'ils contrôlaient? Mais là, on est d'accord, sans doute qu'il y a une déviance par rapport
rapport à ce qu'est le règlement. Ce sont Revenons sur ce qui est la base du débat. Non, Alfred Bernard. mais je pense qu'il ne faut pas. Ce sont des écarts personnels, ce sont des écarts de comportement. Comme il y a des gens sans doute. qui ne respectent pas le code de la route, on ne va pas supprimer les voitures parce que quelqu'un ne respecte pas le code de la route. Je me dis comment les chercheurs qui travaillent sur animaux ne sont-ils pas révoltés par ces comportements? Mais on est révoltés. Oui, mais ces comportements-là doivent être dénoncés. Tout à fait. Mais ce que je regrette un peu, c'est qu'on est dans une procédure où on amplifie ça. Il faut dénoncer. Mais le risque, c'est de jeter l'opprobre sur la recherche scientifique. Il faut évidemment, ce sont des comportements qui sont à milieu de ce qui se passe dans les laboratoires de recherche sérieux. Et donc là, ce sont des personnes qui dévient. Alors, Solange Etkin, j'ai envie de vous poser une dernière question pour ce débat. Est-ce que vous êtes prête, vous, à admettre l'idée que peut-être demain, pour supprimer toute expérimentation sur les animaux, ce que vous demandez, on fasse prendre plus de risques à l'être humain, ou peut-être même qu'on teste des produits plus tôt chez l'être humain, là où on n'est peut-être pas encore certain de leur innocuité? Ah oui, moi je pense justement qu'on fera prendre moins de risques aux êtres humains, parce que justement on ne se basera pas sur un modèle qui n'est pas fiable, et on ne prendra pas le risque justement de tester pour la première fois sur un être humain sans avoir les effets secondaires chez l'être humain. Mais est-ce qu'on ne prend pas le risque, parce qu'on sait qu'on peut rémunérer des humains pour tester des produits, de se dire, certains, par appât du gain ou parce qu'ils n'ont tout simplement pas les moyens, vont accepter de tester des produits qu'on n'aura pas à tester sur des animaux avant eux? C'est le cas aussi, parce que même quand c'est testé sur l'animal auparavant, les personnes qui vont faire les tests en laboratoire, ce sont des gens qui veulent arrondir leur fin de mois, ou des étudiants qui ont besoin d'argent. Mais ces gens-là prennent un risque, parce qu'ils ne savent jamais l'effet. Un risque plus grand, selon vous, avec les tests sur animaux. Bernard, un tout petit mot là-dessus? Non, il faut quand même être sérieux. Il y a un mouvement en Europe qui veut bannir, et Gaïa fait partie de ce mouvement, bannir la recherche sur l'animal. Mais il faut voir que dans d'autres pays, aux États-Unis par exemple, on n'a pas ce type de mouvement. On se rend compte qu'on délocaliserait la recherche là-bas demain. Mais bien sûr, mais c'est ça qui va se passer. Ça va être un déclin. Donc si on ne peut plus faire ça, ce se fera ailleurs. Et donc, si vous voulez une recherche d'excellence, c'est ce qu'il faut faire. Je regrette un petit peu que Gaïa joue sur le marché de la pitié, avec des images qui sont effrayantes. On a compris qu'on ne vous réconcilierait pas sur ce point de vue, mais on a entendu vos points de vue aux uns et aux autres. Merci d'avoir été avec nous dans CQFD. Dans un instant, le journal de 18h.